Bonjour à tous. Depuis lundi, les sénateurs examinent le projet de loi NOM portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. La séance s'est poursuivie hier jusqu'à 2 h du matin autour de l'article 1er du projet de loi. Il faut dire que c'est l'article qui apporte les plus grands changements. Par ce texte, EDF devra céder un quart de sa production nucléaire à ses concurrents, après Cotan, afin de respecter les engagements pris par la France envers l'Europe. Jusqu'ici, ses concurrents comme Poweo ou encore Direct Énergie n'ont pas réussi à proposer des offres compétitives. Il faut dire qu'EDF a un monopole en fait sur l'ensemble du parc nucléaire français. À mes côtés, le sénateur socialiste de l'Aude, Roland Courteau. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce que l'Europe reproche exactement à la France? Oui, l'Europe formule un certain nombre d'exigences. Et ce que je reproche d'ailleurs au gouvernement et à la majorité en place, c'est de s'appuyer sur ces exigences pour détricoter plus encore le système énergétique français, c'est-à-dire d'aller plus loin encore que ne l'exige l'Union européenne. D'ailleurs, une petite parenthèse, l'Europe n'a jamais exigé de la France qu'elle privatise Gaz de France, par exemple. Et justement, est-ce que vous pensez que cette arrivée de la concurrence va permettre de faire baisser les prix ou bien au contraire que c'est la fin du tarif régulé français? C'est le dernier avatar d'un processus délétère de libéralisation. C'est une étape supplémentaire dans la libéralisation du système énergétique français. Et je me pose la question, à quand le coup de grâce pour ce système énergétique français? À quand le coup de grâce? Alors, quel est le problème aujourd'hui? Le problème est la recherche obsessionnelle de la concurrence. Or, la concurrence, partout où elle a été mise en œuvre, ça n'a pas marché dans le monde entier. Et en France, ça ne marche pas davantage. 6% seulement des ménages sont passés à la concurrence, 12% des industriels sont passés à la concurrence. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le secteur électrique est un secteur à part. L'électricité n'est pas un bien comme un autre, il n'est pas stockable. Donc, ce secteur-là n'est pas compatible avec les mécanismes concurrentiels. Alors, la trouvaille du gouvernement a été de dire, ben voilà, on va obliger EDF à céder 25% de sa production électrique. C'est une spoliation. C'est une spoliation du bien commun. D'abord, c'est un petit peu comme si on obligeait le secteur public à subventionner le secteur privé. Avec deux conséquences gravissimes. La première, la loi NOM est une loi d'augmentation des prix, aussi bien pour les ménages que pour les industriels. Deuxième conséquence, cette loi NOM va réduire les investissements de production d'électricité. Ça veut dire que ma crainte, la plus vive, c'est que dans un certain temps, notre système énergétique qui nous est envié par le monde entier et qui, depuis 1946, donne pleine satisfaction à tout le monde, c'est que notre système énergétique connaisse des défaillances avec la multiplication des coupures. Alors, que reproche-t-on exactement à la France? On reproche à la France d'avoir des prix de l'électricité trop bas. C'est un comble. Et voilà que depuis des années, on nous corne, il n'y a pas d'autre expression, qu'il faut aller à la concurrence pour faire baisser les prix. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut augmenter les prix pour permettre la concurrence. Je dis tout simplement qu'on marche sur la tête. Et que lorsque les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Merci beaucoup Roland Courteau d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, retour à la séance d'hier soir dans l'hémicycle. Très bonne séance. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 158 au sein de l'article 1er. Amendement 158, il est présenté par Madame Georges. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc c'est un amendement de repli
nous souhaitons que les fournisseurs qui demandent un accès à l'Arenh justifient préalablement des capacités d'effacement et de production requises à l'article 2. Alors, les fournisseurs privés vont bénéficier d'énergie à prix bas sans avoir participé au risque industriel et sans contrainte en ce qui concerne les consommateurs domestiques ou non. Lors des débats en commission, le rapporteur a présenté l'article 2 comme la juste contrepartie du sacrifice imposé à EDF. L'article 1er prévoit que dans un délai de 3 mois à compter de la demande présentée par le fournisseur alternatif, un accord cadre doit être conclu entre celui-ci et EDF qui garantit l'exercice du droit d'accès à l'électricité de base du premier pendant toute la durée du mécanisme par la voie de contrats annuels. Cette disposition entrera en vigueur dès la publication de la loi. Afin de donner plus de cohérence à ce donnant-donnant, nous vous proposons par cet amendement de repli de conditionner la prise d'effet de l'accord cadre à la justification par le fournisseur d'avoir rempli l'ensemble des obligations prévues à l'article 4.2 nouveau de l'article 2 du projet de loi. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, que l'on exige des futurs fournisseurs concurrents d'EDF qu'ils procèdent à des investissements dans notre pays, on le souhaite tous, et c'est même important, et c'est une condition qui maintenant figure à l'article 2. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est notamment une demande que nous avions faite, les deux rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat, au gouvernement, qui a modifié son texte, son avant-projet, en ce sens. L'exiger, comme vous le demandez, que ce soit préalablement à pouvoir disposer un volume d'électricité au titre de l'Arenh, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez favoriser ceux qui sont en place. Le second producteur d'électricité en France, c'est Gaz de France-Suez, notamment grâce à la CNR. Le troisième, c'est E.ON. Ça veut dire, et les autres viennent très 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 loin derrière. Ils n'auront, si cet amendement est adopté, les autres n'auront quasiment rien. Sauf peut-être ceux qui commencent à investir. Je suis allé, il y a à peu près 8 mois, à l'inauguration de la première petite centrale de Poéo qui était, à Pont-sur-Sambre, une petite centrale de près de 400 mégawatts. Ils commencent à investir. Le Direct Énergie vient d'inaugurer en Moselle, je crois que c'est à Sarreguemines, j'en suis pas sûr, sa première centrale de près de 350 mégawatts. Une autre est en début de construction, mais avant que ces nouveaux entrants puissent disposer d'une capacité de production et donc, si on adoptait votre règle, disposer de cet accès au nucléaire, vous figez tout et vous privilégiez ceux qui sont déjà en place, point barre. Ça veut dire que la production nucléaire d'électricité, vous allez, entre guillemets, l'offrir à Gaz de France et E.ON pour le moment. Donc, non mais j'attire votre attention sur l'effet pervers parce que, par-delà ça, votre souhait est un bon souhait, nous l'avons mis dans la loi. Il faut laisser le temps à ces nouveaux entrants d'investir, construire une centrale à gaz, à fioul léger. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà pourquoi il y a un délai dans la loi. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement. Et si vous ne souhaitiez pas le retirer, malheureusement, je donnerai un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vais donner le même avis évidemment que le rapporteur. Vous demandez, si vous le voulez bien, de retirer votre amendement ou alors un avis défavorable. Pourquoi? Tout simplement parce que votre amendement aboutit en fait à repousser l'application de cette loi à 2014 ou 2015. Pourquoi? Puisque dans le texte même de la loi, nous expliquons que pour juger des capacités de production ou des capacités d'effacement, il faut laisser le temps aux nouveaux entrants de mettre en place, comme vient de l'évoquer le rapporteur, l'ensemble de leurs outils. Construire une usine, ça ne se fait évidemment pas en 2 jours. Si on leur demande les obligations d'effacement ou de production avant l'application
de leur droit à l'Arenh. Ça signifie que, comme dans la loi, nous laissons 3 ans après la publication du décret pour mettre en place ces obligations-là, on repousse à 2014 au mieux, 2015 probablement, l'application même de ce texte. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, ou alors le gouvernement y sera défavorable. Merci, cher collègue. Madame Sorge, est-il retiré? Il n'est pas retiré. Pas de demande d'explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le président de la commission de l'économie sur l'amendement 158 de M. Danglo et les membres du groupe communiste républicain citoyen et les sénateurs du parti de gauche. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Résultat du scrutin numéro 281 sur l'amendement numéro 158 à l'article 1er du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Nombre de votants 341. Nombre de suffrages exprimés 340. Majorité absolue des suffrages exprimés 171. Pour l'adoption 153. Contre 187. Le Sénat n'a pas adopté.
Nous passons à l'amendement 159. Il est présenté par Madame Search. Présenté par le 159. Madame Didier. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Par cet amendement, nous demandons que les accords conclus entre EDF et les fournisseurs privés concernant la revente de l'énergie nucléaire soient accessibles au public. Rappelons en effet que nous avons adopté une loi en 2006 sur la sécurité et la transparence nucléaire et nous avions convenu de manière unanime à l'époque que l'acceptabilité du nucléaire reposait sur la transparence. C'est pourquoi nous estimons que ces contrats, dont l'objet est la vente de l'énergie nucléaire historique produite par EDF à des fournisseurs alternatifs, doivent faire l'objet d'une publicité. D'autre part, l'autorité de la concurrence a estimé que, je cite, les accords bilatéraux d'approvisionnement conclus entre EDF et un fournisseur alternatif dans le cadre de cette réforme pourraient avoir pour conséquence, je cite à nouveau, de permettre ou de faciliter les échanges d'informations commerciales ou de prix confidentiels entre les fournisseurs. Raison supplémentaire pour que ces accords soient rendus publics sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Cet amendement n'engage pas le fond et c'est vraiment le minimum que nous puissions faire pour assurer la transparence. C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amendement. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, chers collègues. Moi, je vous propose de le modifier pour y donner un avis favorable. Je m'explique. Faire figurer le contenu des accords cadres, à la fois, je dirais, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. En plus, ils sont tous conformes à un modèle arrêté par le ministre, donc ça n'apporterait pas grand-chose, ce serait à lourd. Et il pourrait y avoir aussi certaines informations, je dirais, confidentielles, en tous les cas, qui, en termes du secret des affaires, il serait préférable de ne pas donner, qu'il n'y a pas de raison de donner au public, entre guillemets. Par contre, que la liste de ces accords cadres figure sur le site de la CRE, pourquoi pas? Autrement dit, la rectification que je vous propose, au lieu de mettre tous les accords cadres sont intégralement publiés sur le site de la CRE, je vous propose la liste des accords cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation. Je dirais que c'est une amélioration en termes de transparence et je pense que c'est une information qui n'est pas inutile. Donc, si vous le modifiez dans ce sens-là, à ce moment-là, la Commission vous donnera un avis favorable. Bon, la liste des accords cadres est publiée intégralement. On garde le. Non, mais attendez, intégralement. La liste est publiée. Dès lors que c'est la liste, il y aura tous les accords cadres. Bon. La liste des accords cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation. C'est une information qu'il n'y a pas de raison de cacher au public. Donc, dans ce cas-là, ce sera un avis favorable. Bon, bah écoutez, on est d'accord pour cette modification. Monsieur le ministre, suite à cet accord, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je partage l'avis de la Commission et avec le sous-amendement, je suis favorable à l'amendement en question. Pourquoi? Parce que le souci de transparence que vous exprimez, nous le partageons. Il faut de la transparence sur ces accords cadres. Simplement, si nous publions l'intégralité de l'accord cadre en question, il va y avoir notamment un élément, c'est les prévisions de croissance du marché de chaque opérateur, qu'il ne me semble pas judicieux de mettre à la connaissance de l'ensemble de ses concurrents. À partir de là, si vous acceptez le sous-amendement, c'est-à-dire la publication de la liste, pour que le public soit informé de qui a passé un accord cadre, je vous rejoins et à ce moment-là, je donne un avis favorable à l'amendement. Merci, Monsieur le ministre. Donc, nous sommes d'accord. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Je vous remercie. Il est adopté à l'unanimité. Amendement 59 rectifié. Il est présenté par Monsieur Teston. Cet amendement vise à limiter l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour les fournisseurs qui ont conclu avec EDF des contrats leur permettant d'avoir accès à l'électricité produite par EDF en se fournissant à un coût plus faible que celui du marché.
Ces contrats de long terme sont aussi de fait des contrats de fourniture. Ainsi, de tels contrats existent entre EDF et GDF Suez dans la centrale du Tricastin à hauteur de 12%, entre l'allemand NBW et EDF dans la centrale de Fessenheim à hauteur de 17,5%, et entre EDF et un consortium suisse conduit par Alpiq à hauteur de 15% dans la centrale de Fessenheim également. Les droits de tirage de GDF Suez sur les centrales nucléaires de Chooz et de Tricastin ne représentent pas moins de 7,7 TWh, obtenus à un prix inférieur à l'Arenh. Il nous paraît logique que ces droits soient décomptés de l'Arenh. L'exposé des motifs du projet de loi précise par ailleurs que le dispositif prévoit de laisser la possibilité de pouvoir déduire des droits d'un fournisseur d'accès régulé à l'électricité de base les quantités d'électricité de base dont il disposerait par le biais de nouveaux contrats conclus avec EDF. Toutefois, selon l'exposé des motifs, un tel mécanisme, je cite, contribuera à inciter EDF et les fournisseurs d'électricité à conclure des contrats adaptés à caractère plus industriel, permettant, le cas échéant, de mieux répondre aux besoins des cocontractants que la simple vente d'électricité à un prix régulé. Ces contrats pourront par exemple proposer un prix de l'électricité moins élevé que le prix régulé en contrepartie d'un partage du risque entre EDF et l'acheteur, ou prévoir une participation du fournisseur à des investissements réalisés par EDF. Fin de citation. Cela ne concerne donc, si j'ai bien compris, que les contrats futurs. Il s'agit par exemple de celui de Flamanville 3, où Enel disposera d'un contrat de fourniture de 12,5% sur la future production. Nous estimons que le calcul de l'Arenh doit également tenir compte du fait que certains fournisseurs disposent déjà d'un droit de tirage sur l'énergie nucléaire d'une partie du parc historique du fait de leur contrat signé avec EDF. Tel est le sens de cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense qu'il y a une petite confusion sur ces contrats en participation. On a eu un petit échange et un désaccord sur le terme utilisé, quand je disais que c'était une participation au capital de centrale. Effectivement, comme je dis dans la Commission, non, le terme exact est un contrat en participation. Par contre, historiquement, ce sont bien des investissements qui ont été faits. Pourquoi est-ce que Gaz de France, Suez, est propriétaire d'une partie de certaines centrales? C'est parce qu'ils ont investi dans cette centrale. En fait, historiquement, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Il y a eu des échanges. C'était avec Electrabel à l'époque. C'était l'intérêt de EDF de faire des échanges pour pouvoir disposer de capacités de production et d'être propriétaire, autrement dit, d'électricité en Belgique pour fournir des clients à partir de la Belgique, en Belgique ou en Allemagne ou en Hollande, en échange de quoi c'était Electrabel à l'époque, c'est donc aujourd'hui Gaz de France Suez, était propriétaire d'une partie de ces centrales. Et pour Alpiq notamment, c'était aussi une participation à l'investissement. Donc vous ne pouvez pas, je dirais, créer une double peine. Ils ont participé à l'investissement, ils sont propriétaires de ces parts de production. Si vous voulez aujourd'hui déduire de l'accès à cette électricité nucléaire, vous les pénalisez complètement. Il n'y a aucune raison. Alors, ça c'est pour le passé. Pour l'avenir, le ministre vous a déjà répondu. Dans l'avenir, il serait très souhaitable qu'on n'utilise pas l'Arenh, mais qu'il y ait bien des contrats entre EDF et ses nouveaux fournisseurs, quelle que soit la forme que ça puisse prendre. Et à ce moment-là, je dirais, il n'y a pas besoin de l'évoquer non plus ici en tous les cas. Voilà, chers collègues, mais je voulais surtout votre amendement, c'est pour parler du passé. Et je crois que c'est une erreur de compréhension de la raison pour laquelle une partie de ces productions appartiennent à d'autres acteurs que sont notamment Alpiq, ENBW, l'allemand, et puis bien sûr Gaz de France Suez. Donc je vous demanderai de le retirer parce que ça n'est pas, ce serait particulièrement injuste à leur égard. Sinon, ce serait un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, un avis défavorable à cet amendement pour la raison suivante.
En fait, cet amendement est le premier d'une série qui vont tous dans le même sens. Des déductions sur les droits à l'Arenh. Ça va être des déductions sur l'hydroélectrique. Là, ce sont des déductions sur les participations aux centrales existantes. Nous y sommes défavorables pour plusieurs raisons. La raison principale étant que dès lors que l'on souhaite favoriser l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux fournisseurs, il ne s'agit pas d'entrée de jeu, de leur couper une jambe en disant tout ce que vous avez aujourd'hui, ça compte pas, et on le déduit des droits à l'Arenh. Ce serait totalement contre-productif par rapport à ce que nous souhaitons, à savoir l'émergence de nouveaux champions français. Et notamment l'émergence d'un nouveau champion français pour avoir à côté d'EDF deux acteurs de taille mondiale avec EDF d'un côté et GDF de l'autre. Or, en l'occurrence, dans cet amendement-là, c'est qui plus est GDF qui est clairement visé, puisque c'est eux qui, via Suez et Electrabel, bénéficient aujourd'hui des participations que l'on évoque à l'instant. Donc c'est vraiment la première raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement-là, comme je serai défavorable à tous les amendements qui vont venir sur les déductions de droits à l'Arenh. En fait, il y a une deuxième raison qui est une raison diplomatique. Il y a des accords diplomatiques à l'époque où il y avait des monopoles, comme le rapporteur vient de l'évoquer, et donc cet amendement serait en contradiction avec ces accords diplomatiques. Enfin, un dernier point, vous prenez un risque avec cet amendement, comme avec tous les autres. C'est qu'à partir du moment où vous dites à quelqu'un les droits que vous avez aujourd'hui, on va les déduire de l'Arenh, vous les encouragez à céder leurs droits actuels pour bénéficier d'une part d'Arenh plus importante. Autrement dit, au lieu d'organiser une production, vous désorganisez une production. Très concrètement, ça veut dire quoi? Je suis propriétaire aujourd'hui, moi petit producteur, petit fournisseur alternatif, d'une petite centrale. On me la déduit de l'Arenh. Le résultat, c'est quoi? J'ai peut-être intérêt à la vendre pour avoir une part d'Arenh plus importante. Ce n'est pas incité à développer des capacités de production pour les fournisseurs alternatifs. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Teston, est-il retiré? J'ai bien entendu les arguments développés par le rapporteur et par le ministre, mais alors pourquoi, dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est précisé qu'il y aura la possibilité de pouvoir déduire des droits d'un fournisseur d'accès régulé à l'électricité de base dans le nouveau dispositif que cette loi vise à mettre en place? Pourquoi deux poids et deux mesures? Je ne vois pas pourquoi nous retirerions cet amendement, donc il ne sera pas retiré. Merci, cher collègue. Monsieur Courteau pour explication de vote. Oui, tout à l'heure, il a été indiqué que l'on instaurait une double peine. En l'occurrence, là, on pourrait dire qu'on instaure un double avantage. Juste une remarque. Il est vrai que les fournisseurs alternatifs ont investi. C'est vrai. Mais il est aussi vrai que EDF a beaucoup investi. Et pourtant, on oblige EDF à céder 25% de sa production électrique. C'était juste une remarque, au passage. Merci, cher collègue. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Deux amendements identiques font l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord, l'amendement numéro 61, Monsieur Courteau. Oui, tel qu'actuellement rédigé, cet article prévoit qu'il reviendra à la CRE de calculer et de fixer le volume maximal qu'EDF devra céder à chaque fournisseur. Ce calcul sera effectué en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation finale effective des consommateurs finaux que fournit le contractuant sur le territoire métropolitain continental. C'est un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, M. Lenoir, qui a permis aux fournisseurs d'obtenir des volumes d'électricité au titre de l'Arenh, non seulement en fonction de son portefeuille actuel des clients,
qu'il fournit, mais aussi en fonction de ses propres prévisions de vente, autrement dit de ses futurs et potentiels clients, et ce, au nom d'une concurrence équitable, le rapporteur de l'Assemblée précisant d'ailleurs, afin de permettre aux fournisseurs alternatifs de commercialiser de l'électricité dans une situation de concurrence équitable, il est nécessaire de leur permettre d'obtenir des volumes d'électricité au titre de l'AREN en fonction de leurs prévisions de vente. Autrement dit, la Commission de régulation de l'énergie s'appuiera sur les prévisions fournies par les fournisseurs, prévisions qui, de fait, ne seront pas facilement vérifiables, évidemment, puisqu'il s'agit de prévisions. Pour l'auteur de l'amendement, M. Lenoir, le dispositif de complément de prix devrait suffire à apporter toutes les garanties pour que l'écart entre les prévisions et la réalité des consommations ne présente pas d'intérêt financier pour le fournisseur. C'est lui qui le dit. Nous pensons, au contraire, que rien n'est moins sûr. La prévision est un exercice extrêmement difficile dans le contexte actuel. Par contre, une telle disposition risque d'inciter les concurrents alternatifs à multiplier le démarchage pour capter une clientèle susceptible de changer de fournisseur avec des publicités particulièrement alléchantes. Par ailleurs, nous considérons que le mécanisme de complément de prix prévu par cet article est au final très peu dissuasif et que ce nouvel élément rendra encore plus difficile le contrôle des portefeuilles des clients. Bref, avec cet amendement, nous proposons donc de revenir sur la disposition introduite par le rapporteur de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et qui permet aux fournisseurs alternatifs d'obtenir des volumes d'électricité au titre de l'AREN, non seulement en fonction de leur portefeuille de clients qu'ils fournissent, mais aussi en fonction de leurs propres prévisions de vente. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président, avis défavorable. Vous voulez figer une situation par votre amendement. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que chacun des fournisseurs concurrents nous dise quel client français il a aujourd'hui et il n'a pas le droit d'envisager de gagner des clients dans l'année. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Ça bouge. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui EDF n'a plus que 85% de ses clients industriels? Parce que ces entreprises sont allées se fournir ailleurs. Ça bouge. Les choses ne sont pas plus figées en France qu'à l'étranger. Et il faut que ça continue de bouger, justement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette loi? Parce que Bruxelles nous reproche d'avoir un marché qui n'est pas ouvert, pas assez ouvert. Donc par votre amendement, je dirais non seulement c'est contraire au projet de loi NOM, mais c'est contraire à la réalité. Les clients eux-mêmes, les entreprises, veulent faire marcher la concurrence, veulent faire pression sur EDF en disant si vous ne m'accordez pas de meilleures conditions, je vais aller chez un concurrent. C'est la réalité du marché. Bon. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Monsieur le rapporteur, je m'excuse de vous interrompre, mais nous avions deux amendements identiques. Et donc, avant que vous finissiez peut-être votre réponse, je crois qu'il serait bien que Mme Didier présente son amendement. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est exactement le même amendement, effectivement. Moi, d'ailleurs, par rapport à ce que vient de dire notre collègue, j'ajoute que ce que je vois aujourd'hui dans ma commune, avec le démarchage systématique des personnes âgées à qui l'on explique que finalement c'est la même chose et qu'il n'y a pas de problème et qui se revoient tout à coup changer de fournisseur sans qu'elles s'en rendent compte, je me dis que quand même il y a un problème dans ce beau monde qu'on est en train de nous créer. Mais bon, je reviens à ce que je disais là. Alors donc, même amendement, l'article 1er donc, du projet de loi prévoit dans son alinéa 7 comment la Commission de régulation de l'énergie va partager le gâteau entre les opérateurs privés, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Les députés ont précisé à l'Assemblée nationale que les volumes d'AREN seront attribués sur la base de prévisions. Et nous demandons que le dit partage se fasse sur les ventes réalisées et donc avérées de l'opérateur privé. La question des nouveaux entrants pourrait éventuellement soulever des problèmes dans la mesure où leur accès à l'AREN est différé. Cependant, les conditions étant les mêmes pour tous les opérateurs privés, cette mesure ne serait pas discriminatoire pour eux. Il nous semble que le recours aux prévisions des fournisseurs sans aucune garantie sérieuse sur leur réalisation constitue un élément trop incertain dans la répartition envisagée. Et cela d'autant plus que les sanctions prévues restent largement insuffisantes
et donc peu dissuasive. Le paragraphe 5 prévoit seulement un mécanisme de régularisation si le volume maximal d'électricité alloué à chaque fournisseur au titre de l'ARB, calculé de manière prévisionnelle, excède les ventes effectives constatées a posteriori de ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental. La CRE devrait notifier au fournisseur le complément de prix qu'il devra au second. En fait, la sanction s'apparente à une avance de trésorerie pour l'opérateur privé. C'est tout, ce n'est pas une sanction. Une avance assez intéressante puisque, et c'est un minimum, le complément de prix doit être au moins égal à l'écart moyen entre le prix de l'ARB et les prix observés sur les marchés. Alors quel prix, quel marché, à quel moment? Autant de questions sans réponse qui pourtant conditionnent largement la hauteur du prix. En effet, à l'état actuel du projet de loi, il est renvoyé à un décret en Conseil d'État pour définir les modalités. Il est simplement précisé que le complémentaire tiendra compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement et de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients, du client final. Le mécanisme de régularisation qui vise à éviter les abus en ce qui concerne l'évaluation des prévisions nous semble vraiment peu performant. C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter notre amendement qui, je le répète, fera la même règle pour tout le monde. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, vous avez vraiment définitivement la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais, tout à l'heure, je vous ai dit à propos du premier amendement 61 que je voulais répondre avec deux précisions. La première, c'est qu'il ne faut pas figer. Je veux dire, c'est un marché évolutif et c'est tant mieux. Et ces amendements auraient pour effet de figer totalement le marché. La seconde chose que je voulais préciser, le contrôle, cher Roland Courteau, mais est tout à fait facile à faire. C'est un contrôle qui est prévu en fin d'année. On verra bien, en fonction des estimations qui ont été faites par les fournisseurs concurrents, s'ils ont effectivement eu les clients qu'ils avaient annoncés en début d'exercice. Il y a des sanctions si c'est une situation inférieure ou supérieure. Et alors, chère Evelyne Didier, les sanctions, elles sont sévères. Moi, je vous renvoie à l'article 7. Quand vous avez, de ce projet de loi, si vous avez des sanctions qui peuvent atteindre 7% du chiffre d'affaires de ces fournisseurs, voire 10% s'il y a une récidive, ce ne sont pas des petites sanctions. Je vous promets qu'ils vont faire attention. Lorsque, en début d'année, ils vont annoncer à EDF ce que je prévois, ou à la CRE bien sûr, ce que je prévois de réaliser comme chiffre d'affaires, c'est ça, et voilà le volume que j'aimerais avoir, ils vont essayer de calculer au plus près. Et je crois que l'article 7 est une réponse à vos inquiétudes concernant les sanctions. Donc, ma position est la même pour l'amendement 160 que pour l'amendement 61. C'est un avis défavorable, mes chers collègues. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis de la Commission, l'avis du gouvernement. Un mot, Monsieur le Président, pour partager l'avis de la Commission et émettre un avis défavorable. Pourquoi? Parce que ce que nous souhaitons, c'est encourager les nouveaux entrants, les nouveaux fournisseurs. Et si vous figez d'ores et déjà en entrée de contrat, en première année, en disant voilà, vous avez droit en arène à vos clients, enfin à l'équivalent de vos clients d'aujourd'hui, vous n'encouragez pas ce marché-là. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas qu'ils prennent de l'arène de façon totalement déraisonnable. C'est la raison pour laquelle vous avez en fin d'année, on l'a évoqué tout à l'heure, un calcul qui va être fait. Vous aviez demandé tant, vous avez eu tant de clients, vous avez demandé tant en trop, la différence, vous la payez au prix du marché. Et donc à ce moment-là, ça signifie qu'ils n'ont pas le bénéfice du prix de l'arène sur le trop-plein de clients qu'ils ont imaginé. Ça me paraît un dispositif équilibré qui les encourage à démarcher d'un côté et puis qui, de l'autre côté, bien évidemment, les sanctionne s'ils n'ont pas respecté leurs engagements. C'est la raison pour laquelle, comme l'évoquait le rapporteur à l'instant, je crois que les nouveaux fournisseurs calculeront au prix juste, au plus juste, leurs besoins sur une année donnée. Merci, monsieur le ministre. Pas de demande d'explication de vote. Explication de vote, monsieur Le Cam. Quelque chose qui m'amuse, qui me réjouit à la fois, c'est si votre loi ne fonctionne pas, messieurs les ministres, si les Français se comportent comme ils se sont comportés jusqu'à présent, c'est-à-dire que les entreprises restent fidèles à l'opérateur historique, que va-t-il se passer?
Est-ce que l'Europe va vous punir une deuxième fois? Est-ce que vous allez aller négocier encore plus bas, ventre à terre, devant elle? Est-ce que c'est cela qui va se passer? J'aimerais bien avoir votre opinion sur ce sujet. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Si, Monsieur Courteau. Oui, en fait, une chose est sûre, hein. Nombreux sont les fournisseurs qui vont être tentés de gonfler leur clientèle potentielle. Et moi, je persiste à dire que les abus seront particulièrement nombreux. Enfin, vous verrez bien, hein. Mais il faudra bien que les sanctions, les contrôles d'abord et les sanctions soient au rendez-vous. On verra bien si nous avons eu tort. Merci, chers collègues. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il n'est pas adopté. Ils ne sont pas adoptés. Amendement 58, Monsieur Reynaud, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons défendu tout à l'heure un amendement qui s'inscrivait dans la même problématique que celui-ci. Tout à l'heure, il s'agissait de prendre en compte dans le calcul de l'AREN les contrats de participation de fourniture que certains fournisseurs ont avec EDF. Maintenant, il s'agit de limiter l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour les producteurs qui sont aussi producteurs en base. Nous considérons qu'il n'y a aucune raison qu'un fournisseur qui a aussi dans son portefeuille de production de l'électricité produite en base puisse bénéficier de l'AREN. Il semble tout à fait logique que l'on puisse déduire de l'AREN l'électricité en base dont il dispose lui-même. Cela vaut aussi évidemment pour l'hydraulique au fil de l'eau. Il est bon de rappeler que les grands concurrents d'EDF, en l'occurrence GDF Suez, possèdent pratiquement la moitié, 49,90%, du capital de la Compagnie nationale du Rhône, laquelle produit 16 TWh d'hydroélectricité au fil de l'eau. Lors de la prise de contrôle de la CNR en 2003, le président de Suez insistait sur le fait que cette production leur, je cite, permettait d'être particulièrement compétitif sur le marché français avec une énergie produite à bas prix. Fin de citation. On peut rappeler qu'en 2003, le coût de production de la CNR était effectivement particulièrement compétitif, puisqu'à l'époque, les prix de marché étaient inférieurs aux tarifs réglementaires, inférieurs à 30 €. Vous excuserez du peu. Ainsi, le principal concurrent d'EDF dispose d'une grande quantité d'électricité, 8 TWh, soit 1,5 fois la production d'une tranche nucléaire de Tricastin, dont les coûts sont encore sans doute inférieurs à ceux du nucléaire historique. Le rapport annuel 2008 de la CNR précisait, je cite, « Les ventes nettes d'électricité ont enregistré une très importante croissance liée à la hausse des prix. Elles s'établissent à plus d'1 milliard d'euros. Cette performance est le résultat d'une politique de placement optimisée sur les marchés. Ces placements sur le marché de gros ont révélé cette année encore leur pertinence. La CNR a pu profiter d'un contexte particulièrement propice avec un prix spot en augmentation de 67%. Fin de citation. Le rapport précisait la répartition des ventes, 10% sur le marché de détail, 90% sur le marché de gros. Donc, la majorité de la production d'électricité à bas coût est vendue sur le marché de gros, avec à la clé un bénéfice très important pour la compagnie GDF Suez. Il serait préférable que nos industriels, qui vont voir disparaître le TARTAM et le tarif réglementé, puissent bénéficier d'une électricité compétitive plutôt que celle-ci aille alimenter les marchés de gros. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Oui, chers collègues, dans votre exposé des motifs, vous avez clairement dit que cet amendement visait la CNR. Et vous avez raison, puisque les autres producteurs de base, ce sont ceux qui produisent de l'hydraulique, et plus particulièrement de l'hydraulique au fil de l'eau. Je vous rappelle que,
la CNR, aujourd'hui, c'est Gaz de France-Suez, mais ils ont racheté cet investissement. Au départ, c'est un investissement qui a été réalisé. Donc vous voudriez pénaliser celui qui a investi, entre guillemets, même si c'est un rachat d'un investissement initial. C'est à ça que ça revient. Alors, non, mais attendez, on en a débattu en commission, vous le savez très bien. Vous voulez pénaliser quelqu'un qui a déjà investi. Vous voulez pénaliser quelqu'un ou une entreprise qui paie sa soulte, si je puis dire, chaque année. Je n'ai pas en mémoire le montant exact de l'impôt sur les sociétés que paie la CNR, mais c'est 24% de son bon, qui est déjà sanctionné. Oui, mais bon, de chiffre d'affaires, non, on est bien d'accord. 24% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez élevé. Et puis la dernière chose que je voudrais vous dire, bon, je ne pense pas que ce soit le moment de bouleverser ce qui va l'être de toutes les façons dans pas très longtemps. Ça va faire partir des appels d'offres sur l'hydraulique en France, que ce soit l'hydraulique au fil de l'eau, que ce soit les tout premiers qui vont être remis en concession dès 2011. Je crois que c'est notamment la Dordogne et quelques eaux de la zone pyrénéenne qui va être remise en appel d'offres, pardon. Donc, avant de bouleverser éventuellement en ne permettant pas à Gaz de France-Suez, c'est à ça que ça revient, de pouvoir disposer d'une partie de l'électricité provenant de nucléaire en voulant déduire ce qu'ils produisent au titre de l'hydraulique, je crois que attendons. C'est pourquoi, une fois de plus, les rendez-vous prévus dans cette loi sont des bons rendez-vous. On verra notamment dans 5 ans et dans 10 ans. Avis défavorable, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, même avis que la Commission. C'est un amendement important. D'autres vont suivre sur ce même sujet. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Toute une série d'amendements qui visent à déduire de l'Arenh des droits existants. Ceux correspondant à la CNR, ceux correspondant tout à l'heure aux participations dans les centrales. Bref, des amendements qui visent à réduire la base de l'Arenh pour un certain nombre de fournisseurs, et notamment pour le deuxième champion. Je reviendrai sur les 3 arguments que j'ai utilisés tout à l'heure. 1, nous souhaitons l'émergence d'un deuxième champion français de taille mondiale. Première chose. Si d'ores et déjà, on lui dit, sur l'accès au nucléaire de base, on vous coupe une jambe en déduisant ce que vous achetez, ce que vous avez déjà, on l'ampute de ses capacités. Premier point. Deuxième point, là encore, je réexprime ce que j'évoquais tout à l'heure, vous allez pousser ceux qui ont déjà de la production, vous allez les pousser à se désengager de leur production pour avoir droit à plus d'Arenh. Or, ce que nous souhaitons tous collectivement, c'est que ces nouveaux entrants, bien évidemment, s'engagent, investissent dans des productions nouvelles. C'est la deuxième raison pour laquelle je serai défavorable à cet amendement. Enfin, dernier élément, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit le rapporteur, je crois qu'il est important aujourd'hui de considérer que pourquoi il y a cet échange asymétrique qui peut paraître déséquilibré à l'encontre d'EDF. Parce qu'aujourd'hui, qui fixe les prix du marché en France? Quelle sera la référence prix? La référence prix, ce sera évidemment la production EDF, pas la production des fournisseurs alternatifs aujourd'hui. C'est la troisième raison pour laquelle que si vous considérez qu'il faut déduire les productions actuelles, par exemple de GDF, c'est que vous considérez qu'ils ont un impact sur les prix, ce qui n'est pas le cas puisque seul aujourd'hui EDF a une position telle en termes de production d'électricité dans notre pays que seul EDF impacte sur les prix. Voilà les 3 raisons pour lesquelles le gouvernement est défavorable à cet amendement comme à ceux qui suivront sur ce sujet-là. Merci, Monsieur le ministre. Pour explication de vote, Monsieur Courteau. Oui, après réflexion, puis c'est vrai que nous avons également eu des entretiens multiples avec des représentants d'ailleurs de la CNR, et c'est vrai qu'il y a la fameuse taxe de 24% également sur le chiffre d'affaires. Bon, tout cela réuni fait que nous allons le retirer, Monsieur le Président, l'amendement. Merci, cher collègue. Il est donc retiré. Amendement 56 rectifié.
Il est présenté le 56 par rectifié. Monsieur Courteau? Non. Monsieur Teston? Monsieur Raoul? Monsieur Raoul. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise en fait à ce que le coût préférentiel de l'Arenh soit répercuté sur le consommateur final, comme ça vient d'être dit d'ailleurs par Monsieur le Ministre. Et en l'occurrence, ce qui nous préoccupe le plus, c'est que ce prix soit répercuté en particulier pour les industriels. Je n'oublie pas les ménages, etc. Mais il s'agit là de la compétitivité de nos entreprises. Aujourd'hui, quelle est la situation? En théorie, les industriels qui bénéficient du TARTAM, cher à notre rapporteur, dont l'extinction est programmée fin 2010, pourront continuer, grâce à l'Arenh, je l'espère, à bénéficier d'une électricité d'origine nucléaire à un prix inférieur à celui du marché de gros. Mais en pratique, on voudrait s'en assurer, et pour ceci, nous vous proposons cet amendement. En effet, le dispositif de l'Arenh est prévu pour une période transitoire de 15 ans, soit jusqu'en 2025. Quant aux tarifs réglementés bleu, vert et jaune pour les plus gros consommateurs, c'est-à-dire certains industriels, ils ne seraient maintenus que jusqu'en 2015, c'est-à-dire dans 5 ans. Après 2015, je crains que ce ne soit le chaos. Une fois que le TARTAM aura disparu, une fois que les tarifs réglementés n'existeront plus, il ne faut pas se leurrer. Rien ne vient nous prouver que l'électricité nucléaire sera encore accessible à des tarifs acceptables. Les industriels qui viendront se fournir en électricité nucléaire chez les fournisseurs alternatifs ne peuvent pas être les perdants de cette réforme. La répercussion du tarif préférentiel de l'Arenh doit être perceptible d'ores et déjà pour nos industriels qui ont des visions à relativement long terme et doivent être orientés vers l'ensemble des coûts de fourniture, de production, d'approvisionnement, commercialisation, comme vous le prévoyez, monsieur le rapporteur, à l'article 4. Il y va de la compétitivité, je le dis, de nos entreprises et pour éviter une succession de délocalisations liées à cette réforme. Chers collègues, monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, chers collègues Roland Courteau, oui, merci Monsieur le Président. Vous exprimez un souci. Vous exprimez, pardon. L'amendement est un amendement Roland Courteau et c'est toi, Daniel, qui l'as défendu. Je m'excuse. Ce qui tu as défendu comme position, c'est la crainte, finalement, que les entreprises paient leur électricité trop cher demain. Bon. Juste deux choses que je voudrais dire. A priori, l'Arenh sera bien sûr très proche du TARTAM. C'est bien ça l'objectif, nous le savons tous. En même temps, et vous l'avez exprimé sur vos bancs, mais nos collègues de la majorité aussi l'ont exprimé, nous voulons tous que cette entreprise nationale qu'est EDF puisse continuer à être un fleuron industriel majeur et dans notre pays et à l'international. D'où la difficulté, très bien présentée, de trouver un juste prix. Je suis d'accord, ça n'est pas facile. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, pour le consommateur final domestique, cette loi est bien précise. Elle dit que le tarif régulé est maintenu pour le particulier. On est bien d'accord. Il n'est pas question de le remettre en cause. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est, oui, pour le moment, dans le texte de loi que nous examinons aujourd'hui, sur lequel nous avons à nous prononcer. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il est inutile de rajouter ce que propose cet amendement et que je donne un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Même avis, monsieur le président. Même avis, défavorable. Explication de monsieur Bourquin. Je pense que cet amendement a toute son importance. La question sera, est-ce que demain, on va s'aligner sur le prix européen ou est-ce qu'on va garder nos prix concernant l'électricité? J'ai bien écouté le rapporteur. Il n'y a aucune garantie.
Il n'y a aucune garantie. Et on nous dit effectivement, on devrait, le prix de l'arrêt sera celui du tartane, mais il n'y a rien de précis. Et quand on fait une loi, on est précis, non? Je pense ça se passe comme ça. À partir de là, je me dis que ça peut être un espace intéressant pour différents spéculateurs qui, vous le savez, dans le débat qu'on a eu précédemment, vont acheter de l'électricité. Et tout à l'heure, le secrétaire d'État nous disait qu'il pourrait le vendre sur le marché européen. On ne pourra pas le contrôler. On ne pourra pas le contrôler. Et maintenant, on nous dit ouvertement qu'il n'y a aucune garantie pour les particuliers dans le moyen terme, mais surtout aucune garantie pour nos entreprises concernant le prix de l'électricité. Je le dis comme je le pense. Franchement, ça peut être une prime à la délocalisation si on continue comme cela. Pourquoi faire des états généraux de l'industrie si ensuite on augmente sensiblement le prix de l'électricité? Mme Lagarde a déjà dit qu'il augmenterait environ de 10%. Il vient d'augmenter il y a peu de temps. Et là, ce que nous a dit Monsieur le rapporteur nous amène à la plus grande prudence. Et ce qui est demandé à travers cet amendement, ce sont des garanties. Des garanties. Vous savez, le faites-nous confiance, on verra, ça sera peut-être le prix de l'arrêt. Tout ça, c'est des suppositions. Tout ça, c'est des suppositions. Demain, quand le consommateur payera, il aura raison de s'en prendre à ceux qui ont fait la loi. Et demain, quand les industriels délocaliseront parce que, comme ils nous l'ont dit dans la vallée de la Maurienne, si le prix de l'électricité est trop cher, ils feront leur production ailleurs, notamment en Chine, où il y a 22 fois, pour couler du silicium ou couler de l'aluminium, 22 fois le coût en CO2. Alors voilà, ce sont des questions fondamentales et l'amendement présenté par Daniel Raoult a toute son importance et je pense vraiment qu'il n'y a aucune garantie dans cette loi. On est dans le flou le plus absolu. Comment rester dans le flou le plus absolu? Alors je sais, j'anticipe la réponse qui va nous être apportée. Faites confiance au marché. Il devrait tout régler. Nous faisons confiance à la loi. Merci, chers collègues. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 57. Il est présenté par Monsieur Sergent. Oui, merci, Monsieur le Président. Et cet amendement va dans le droit fil de celui que vient de développer Daniel Raoult et dont l'explication de vote a été fournie par Martial Bourquin. Il est des plus simples. Il consiste à préciser que le volume d'électricité nucléaire historique cédé aux fournisseurs en fonction de leur portefeuille de consommateurs est exclusivement réservé à ces consommateurs finals. Pour le dire autrement, le volume est destiné aux consommateurs qui ont précisément servi au calcul du droit à l'Arenh. L'étude d'impact jointe au projet de loi ne dit d'ailleurs pas autre chose. Je cite « Les volumes cédés aux fournisseurs alternatifs seront déterminés en fonction du rapport entre la production nucléaire du parc de référence et la consommation effective des clients situés sur le territoire français. Raison pour laquelle il est sans doute aussi précisé plus loin, je cite toujours, de manière progressive, les consommateurs bénéficiant aujourd'hui des tarifs réglementés devraient se tourner en partie vers les fournisseurs alternatifs. Ce qui permet sans doute aussi à l'étude d'impact de conclure sur les effets bénéfiques attendus de la nouvelle concurrence permettant aux moyens et gros consommateurs de ne pas subir les prix fixés sur les marchés de gros. Je cite encore, le dispositif permet de pérenniser la maîtrise de la facture d'électricité fondée sur la réalité industrielle des coûts compétitifs de production du parc de référence non exposés aux aléas des prix de marché européens. Ceci étant dit, avec notre amendement, on est tout à fait sûr
que ce sont les consommateurs finals, clients des fournisseurs alternatifs, qui bénéficieront de l'Arenh. Nous serons sûrs que l'électricité à prix coûtant de notre parc nucléaire historique, mise à disposition des fournisseurs alternatifs, n'ira pas alimenter de gros consommateurs au-delà de nos frontières, ni faire l'objet de valorisation par les traders sur les marchés internationaux de gros ou sur leur marché spot. Chers collègues, monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Oui, chers collègues, le dispositif mis en place n'exclut pas ceux qui ont une activité de trading. Je vous rappelle que d'ailleurs, bien sûr que non, EDF, l'entreprise EDF, je crois me souvenir que lorsque M. Proglio est venu devant nous en commission, nous a avoué que l'activité de trading d'EDF, alors pas France seule, toute Europe confondue, était de pas louer. Non, le siège est à Londres, mais l'activité de trading concerne toute l'Europe. Hein. Le siège, d'ailleurs, il y a 2 ans, 3 ans, nous avions été quelques-uns à aller visiter le central de trading d'EDF à Londres, ce qui était très intéressant. De mémoire, il nous a dit que c'était de l'ordre de 900 millions d'euros. Enfin, c'est une activité très importante. Et donc, il n'est pas question d'interdire l'accès à cette électricité nucléaire pour ceux qui ont une activité de trading. Par contre, à l'article 2, il est bien précisé que ceux qui ne font que ça, eux, ne pourront pas disposer de l'Arenh. Donc, je pense que ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'ajouter ce que vous proposez d'ajouter à l'article 1er. C'est la raison pour laquelle je donne un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Même avis. Même avis. Demande d'explication de vote. Il n'y en a pas. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Amendement 233 rectifié bis. Il est présenté par monsieur Amoudry. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Les dispositions actuelles de l'article 1 grand 3 limitent au 31/12/2015 la prise en compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur. Cela implique qu'à partir de 2016, certains usages particuliers, tels que les activités saisonnières, par exemple l'exploitation de remontées mécaniques, ne bénéficieront que très marginalement, voire pas du tout, de l'électricité nucléaire, alors que de manière factuelle, elles devraient avoir accès à cette énergie, les centrales nucléaires produisant globalement plus en hiver pour s'adapter à la courbe de consommation française. En effet, les fournisseurs alternatifs de ces entreprises, ne pouvant disposer que de très peu, voire pas du tout d'énergie nucléaire pour ces usages saisonniers, leurs offres resteront intégralement définies par les prix de marché et ces entreprises devront en conséquence consentir un coût élevé pour leur approvisionnement en électricité. Par ailleurs, EDF restant seul à utiliser une part de production nucléaire pour fournir ces entreprises, l'opérateur historique disposerait d'un avantage compétitif, se traduisant soit par une offre à prix plus faible que la concurrence, soit par une offre à prix équivalent à la concurrence, mais avec une marge plus forte. Ainsi, en l'état, certaines entreprises touristiques ne pourraient pas bénéficier des effets escomptés du projet de loi, c'est-à-dire une concurrence accrue des fournisseurs ainsi qu'un accès aux ressources du parc nucléaire produit dans notre pays. L'objectif de cet amendement est donc de remédier à ces inconvénients tout en limitant la façon de prendre en compte les profils de consommation, puisque seulement 3 niveaux de puissance différents dans l'année seraient identifiés. Cela permettrait de ne pas réduire la détermination des volumes à un simple ruban, sans toutefois engendrer des volumes indus d'électricité nucléaire qui augmenteraient anormalement le volume global de l'Arenh. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Oui, en commission, nous avons demandé l'avis du gouvernement pour la raison suivante. Bon, par cet amendement, chers collègues, vous voulez revenir sur le caractère transitoire jusqu'au 31 décembre 2015 de la prise en compte des catégories et du profil de consommation des clients afin de refléter la modulation de la production des centrales nucléaires. C'est bien l'objet. Le gouvernement a accepté cette modulation de l'Arenh au cours des premières années du dispositif, mais ne souhaite pas qu'elle aille au-delà du 31 décembre 2015. Je vous rappelle simplement, chers collègues, que nous avons ce rendez-vous tous les 5 ans
Le premier rendez-vous est justement en 2015 et je pense que ce sera le bon moment de, entre guillemets, voir où on en est et voir s'il est opportun ou non de prolonger la modulation. Donc, je souhaite qu'on garde le rendez-vous 2015 et donc, a priori, qu'on ne retienne pas votre proposition et c'est la raison, en tous les cas, pour laquelle je fais confiance à ce rendez-vous et je vous demande de retirer l'amendement. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, oui, j'ajoute en outre qu'il y a une question spécifique, comme il y en a sur la SNCF, enfin, on a un certain nombre de points spécifiques qui ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement d'ordre général. Vous savez que les représentants des remontées mécaniques ont été reçus vendredi. On a un nouveau rendez-vous le 4. Je pense qu'on doit pouvoir avancer sur ce sujet indépendamment d'un texte d'ordre général. Par ailleurs, je souscris à la position générale du rapporteur. Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, est-il retiré? Je remercie tout d'abord le ministre d'avoir organisé la réunion récente avec ce secteur professionnel. Je veux souligner qu'il s'agit d'un secteur dans lequel les activités, contrairement à une idée répandue, sont extrêmement fragilisées et où l'élément coût de l'énergie est tout à fait déterminant pour 36 raisons que nous pouvons tout à fait concevoir, la concurrence ainsi que les aléas qui tiennent aux conditions de température, etc. Donc c'est un domaine qui est extrêmement fragile et je voudrais qu'à travers le propos du ministre, nous puissions avoir des garanties d'une sécurisation de ce domaine. À cette condition, je serais prêt à retirer l'amendement, mais j'aimerais quand même qu'on puisse avoir des références et un engagement tout à fait, non pas d'y travailler, mais un engagement sur un objectif. Alors avant d'avoir la réponse du ministre, M. Hérisson pour explication de vote. Oui, avant que, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, j'ai eu l'occasion d'intervenir déjà en commission sur cet amendement. Je souscris complètement à ce que vient de dire notre collègue Amodri. Je pense qu'il faut plus que des garanties. Il faut bien comprendre que la période de transition n'a pas beaucoup d'effet sur le problème que nous posons. La période de transition peut servir ailleurs, mais là, je serais tenté de dire qu'au bout de 5 ans, ce sera trop tard. On ne peut pas assimiler le problème qui a été posé par cet amendement à la période de transition. Je crois que cette période ne réglera en rien le problème qui est posé. Il faudrait au moins que les entreprises concernées aient accès au ruban et à la production d'électricité nucléaire pour que l'on puisse au moins avoir cette garantie pour que cet amendement soit retiré dans de bonnes conditions. Merci, cher collègue. J'avais M. Raoul pour explication de vote. Oui, l'amendement qui est présenté là ne fait que décliner localement un problème que nous avons évoqué concernant l'ensemble des industriels pour qu'ils bénéficient du tarif de l'Arenh. C'est exactement dans la même logique. Et je ne comprends pas qu'on fasse des traitements SNCF, remonte pente, etc. Dans le dos du législateur. On voudrait savoir d'ores et déjà et donner un message aux industriels avec une vision à 5 ans. Quel est le tarif dont ils bénéficieront? C'est des stratégies. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'un industriel va arrêter, certes, mais quand même, ils ont besoin d'avoir un plan, un business plan, etc., à au moins 5 ans. Et on est dans le flou le plus complet. Je veux bien qu'il y ait des traitements spécifiques concernant les industries que vous évoquez, qui effectivement sont des consommateurs intensifs. Enfin, mais c'est l'ensemble des industriels. C'est vrai pour l'aluminium, c'est vrai pour les équipementiers automobiles, c'est vrai pour l'éclairage. Enfin, je ne comprends pas très bien qu'on puisse avoir des discussions dans le dos du législateur sur des problèmes spécifiques et qui concernent l'ensemble, en fait, des industriels. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, non, je réponds bien volontiers. Premier point. Il n'y a aucun souci jusqu'à 2015. Les exploitants dont vous parlez, aucun n'est au tartame. Où ils sont au tarif réglementé, ils y restent. Où ils sont au tarif libre, et la situation actuelle ne va que s'améliorer. Bon. Donc, je veux dire, entre maintenant et 2015, il n'y a pas de difficulté particulière.
au-delà de 2015, c'est tout le débat que nous devons avoir avec ça, mais indépendamment de la règle générale, nous avons des cas particuliers. L'objectif d'un gouvernement ou d'une nation, c'est de traiter les cas particuliers. Nous avons le problème de la RATP, nous avons celui de la SNCF, ou nous avons celui de cette activité qui, par nature, consomme l'hiver et pas le reste de l'année, pour dire les choses simplement, et qui a une véritable difficulté s'il y a une espèce de taux moyen annuel. Donc on en est parfaitement conscient. C'est pour ça qu'on a cette réunion, ces réunions qui sont prévues pour trouver une solution qui peut être soit une solution par arrêté ou par décret de mutualisation avec des activités qui sont en sens inverse, mais dans tous les cas de figure, il ne faut pas que la loi préjudicie d'aucune manière, mais il faut garder le texte général. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, Monsieur le Président, je ne voudrais pas polariser le débat sur la question des remontées mécaniques, mais je voudrais simplement rappeler que imaginez que la perspective d'après 2015 ira vers une meilleure fortune, nous ne le ferons pas croire à ces exploitants qui, voilà quelques années, ont été démarchés, à qui on a dit sortez du marché régulé, allez sur le marché libre. Pendant 2 ans, ils ont gagné quelques gains, et depuis, ils ont un delta extrêmement défavorable entre le prix de marché et les prix régulés. Donc sur cette perspective-là, malheureusement, on ne peut pas, je crois qu'on peut difficilement avancer, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait que nous puissions avoir une garantie absolue que ces entreprises aient accès au ruban nucléaire, à la base nucléaire. Voilà. Monsieur le Ministre. Je comprends pas. Ils vont bénéficier de la reine demain. Donc ils vont avoir un tarif inférieur de toute façon, s'ils le souhaitent, au tarif de marché actuel. Le problème particulier de hiver-été va être traité dans le cadre d'un accord qu'on va passer avec eux. Mais le principe général de la situation actuelle, ils vont pouvoir rebénéficier du tarif. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. En tous les cas, on en prend l'absolu engagement. L'amendement est retiré. Il est retiré. Amendement numéro 55. Il est présenté par Madame Nicou. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le rapport de la commission Champsaur a considéré que l'accès à l'électricité nucléaire historique était nécessaire au développement d'un marché concurrentiel de l'électricité en France. Les fournisseurs alternatifs auront donc accès à l'électricité compétitive du parc nucléaire historique. Il n'en demeure pas moins que ces fournisseurs disposent depuis plusieurs années de l'entière liberté d'investir dans des moyens de production électrique de semi-base. Il est dès lors indispensable, dans le souci de favoriser le développement d'acteurs industriels contribuant de manière responsable à la sécurité des approvisionnements électriques du pays, qu'ils soient dès à présent fortement incités à développer leurs propres capacités de production. Pour parvenir à cette incitation industrielle, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique doit être limité à court terme à la seule électricité de base, correspondant à la fourniture d'une puissance constante tout au long de l'année. Le présent amendement propose par conséquent qu'au-delà de la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, où la modulation des centrales mentionnées au 2 est prise en compte dans l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, seule l'électricité de base soit concernée par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons déjà évoqué ce sujet à 2 reprises, chers collègues. C'est bien sûr l'article 2 qui traite du sujet, qui est celui de l'obligation pour les fournisseurs alternatifs d'investir dans la production ou dans l'effacement. Je pense que cet article est suffisant en l'état et c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir le retirer, sinon ce serait un avis négatif. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Même avis, Monsieur le Président. Même avis. Alors, Madame Nicou, est-il retiré? Il n'est pas retiré. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Amendement numéro 60. Il est présenté par Monsieur Courteau.
Oui, Monsieur le Président. Afin de garantir le caractère transitoire du mécanisme d'accès régulé au nucléaire historique, il convient d'organiser la décroissance progressive des volumes d'électricité auxquels ont accès les fournisseurs pour alimenter leurs clients. Seule la perspective de cette réduction programmée de l'accès à la production nucléaire d'EDF est susceptible d'inciter les fournisseurs concernés à développer leur propre approvisionnement par l'investissement direct dans des moyens de production ou par des accords industriels avec d'autres producteurs. En revanche, comme l'affirme l'avis de l'autorité de la concurrence sur le projet de loi, l'absence dans la loi de tout dispositif organisé de sortie de l'accès régulé à la production d'EDF par une décroissance des volumes conduirait à un échec du dispositif avec dans l'intervalle un coût important pour la collectivité. Aucun opérateur n'aurait en effet intérêt à investir et la sécurité d'approvisionnement serait ainsi mise en péril. Nous proposons donc que cette sortie organisée débute à mi-chemin de la durée du dispositif, soit le 1er juillet 2018, et qu'elle s'effectue de manière progressive et connue d'avance sur les dernières années du dispositif NOM. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Merci, Monsieur le Président. Alors, je partage le même souci que l'auteur de cet amendement, que notre collègue Roland Courteau, et je crois que tout le monde est d'accord. Le gouvernement l'a répété à plusieurs fois. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut que ce dispositif ARENH ne soit, je dirais, que transitoire et que progressivement on en sorte. Par contre, dès aujourd'hui, dès 2010, mettre que c'est à compter du 1er juillet 2018 que le volume d'électricité attribué à chaque fournisseur dans le cadre de l'ARENH doit décroître, je considère que c'est trop tôt. Nous avons des rendez-vous, et notamment le premier qui arrive en 2015, le second sera en 2020-2025. Peut-être que c'est l'année qu'il faudra que nous mettions, peut-être qu'au moment de ce rendez-vous de 2015, nous le rajouterons à ce texte de loi. Peut-être qu'en fonction de là où nous en sommes, nous, je dirais, conseillerons d'attendre encore 5 années plus avant de fixer la date exacte à partir de laquelle le volume décroîtra systématiquement. Sur le principe, oui. Sur le moment, non, c'est trop tôt. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, je vous demande de le retirer, ou sinon ce serait un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, c'est un des débats importants que nous avons eu en commission, que nous avons aujourd'hui en séance publique. C'est la question de la dégressivité des droits à l'ARENH. Je crains que si la Haute Assemblée adoptait cet amendement, elle aboutisse à l'effet exact inverse de celui qui est recherché. Et probablement même à une augmentation des prix. Pourquoi? Tout simplement parce que, à partir du moment où vous réduisez l'ARENH, ça veut dire que les fournisseurs alternatifs, voyant leur part d'ARENH diminuer, pour pouvoir fournir leurs clients, seront obligés d'aller les chercher, leur électricité, sur le marché. Prix du marché qui est très largement supérieur au prix de l'ARENH. Et donc, ça aura évidemment des conséquences pour leurs clients, à savoir une augmentation des prix qui leur sera fourni. Premier élément, me semble-t-il, pour lequel je crois il nous faut être défavorable à cet amendement. Deuxième élément, quel est l'objectif poursuivi par cet amendement? C'est de dire qu'il faut pousser les autres fournisseurs à investir. C'est déjà prévu dans le texte de loi, puisque suite notamment à l'intervention des deux rapporteurs Assemblée-Sénat, avant même le texte, ils nous ont convaincus d'avoir cette obligation de production en face. Elle est donc aujourd'hui dans le texte, l'obligation de production. Simplement, aujourd'hui, les besoins qui seront exprimés probablement à partir de 2015-2020 sur la prolongation des centrales, ce seront des décisions qui seront prises dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement, probablement après la clause de revoyure de 2015. Il me semble qu'il faut corréler les sorties à l'ARENH
il faut les corréler obligatoirement aux nouvelles décisions de production. J'ajoute enfin que mécaniquement, la part de l'Arenh dans l'électricité des différents fournisseurs va diminuer mécaniquement, pour une raison très simple. C'est qu'à partir du moment où nous développons des énergies notamment renouvelables, la part du nucléaire français va baisser dans la part globale de notre production d'électricité. Autrement dit, les droits à l'Arenh sur l'ensemble de la production d'électricité française diminuera mécaniquement par rapport à ça. C'est donc pour ces trois raisons-là que je propose plutôt un avis défavorable à cet amendement, notamment pour l'effet mécanique qu'il aura sur les prix. Merci, Monsieur le Ministre. Il est patent que le dispositif tel qu'il est construit ne va pas inciter les fournisseurs alternatifs à investir. J'ai l'impression que nous sommes plus ou moins d'accord là-dessus. Ils ont là qui leur est assuré. Comment? Non, je parle de... Ils ont un biberon qui leur est assuré et dès lors, ils ne prendront pas le plus petit risque industriel ou financier pour investir. C'est clair. Certes, j'ai bien lu que l'alinéa 34 précise que le rapport du gouvernement proposera avant le 31 décembre 2015, le cas échéant, je dis bien le cas échéant, au regard de cette évaluation, des modalités de fin du dispositif, je cite toujours, assurant une transition progressive pour les fournisseurs. Bon, d'abord, ce n'est qu'un rapport. De plus, rien n'est sûr, car ce sera le cas échéant, ou ce sera en fonction d'eux. Or, ce qui est sûr, et c'est écrit d'avance, c'est que les alternatifs n'investiront pas. Dès lors, notre amendement annonce dès maintenant à ces fournisseurs la couleur. Ils sont déjà prévenus. À compter de 2018, le volume de l'Arenh va décroître si vous n'investissez pas. Ce sera donc ce que nous proposons, un sevrage progressif. Nous leur annonçons d'avance pour qu'ils prennent toutes leurs dispositions. Donc ça veut dire en clair, n'attendez pas 2015, préparez-vous dès maintenant à investir. Le jackpot ne durera pas éternellement. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Raoul pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, si j'ai bien écouté Monsieur le rapporteur, et ça correspond en fait à l'idée, en tous les cas, qui est sous-tendue par cet amendement, c'est qu'il s'agit bien de dire que le biberonnage, c'est un terme qui ne vous convient pas, Monsieur le rapporteur, mais c'est bien ce que nous comprenons, cessera un jour et que le sevrage devra s'organiser. Et donc, qu'on le rédige à partir d'une date fixe, qui c'est le 1er juillet 2018, ou qu'on dise que cette date sera fixée après le rapport ou la clause de revoyure de 2015, ça revient exactement au même dans l'esprit. Moi, je veux bien qu'on fasse un combat sur la date de 1er juillet 2018, mais est-ce qu'on est d'accord sur le fond que ce sevrage devra s'organiser à une date qui est proche et qui sera au mieux 2015 et au pire peut-être 2020, mais à partir du rapport qui aura été fourni en 2005 par le gouvernement. Est-ce que c'est bien ça sur lequel on est d'accord? Collègue, Monsieur Derrida pour explication de vote. Oui, je vais tout à fait dans le même sens, mais d'une façon, en m'exprimant un peu différemment, puisque effectivement cet amendement propose une sortie progressive de l'Arenh par le biais d'une réduction graduelle du volume d'électricité mis à disposition des fournisseurs. Cette réduction ne débutera d'ailleurs qu'à la moitié de la période transitoire, afin que les nouveaux acteurs du marché puissent y trouver leur place. Alors je dirais que pour ma part, c'est une disposition à la fois simple et efficace, qui mérite en tout cas notre attention. Elle est simple parce qu'elle annonce en quelque sorte en amont les règles du jeu d'une concurrence qui ne sera plus alors organisée artificiellement au seul profit des fournisseurs, et efficace parce qu'elle constitue, à mon sens, la meilleure incitation possible pour encourager les fournisseurs à investir dans les capacités de production.
ce qui a été dit à la fois par Roland Courteau et par Daniel Raoult. Donc, au vu de ces éléments, cet amendement me semble donc tout à fait indiqué, puisqu'il rappelle opportunément que la concurrence a des exigences dont les fournisseurs alternatifs ne sauraient en tout état de cause se dispenser, dont je voterai personnellement cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur, vous voulez rectifier l'amendement? Allez-y, je vous en prie, Monsieur Courteau. Moi, puisque bon, on est, je crois, d'accord sur l'objectif, hein, nous proposons, alors le texte ne change pas, sauf à partir de la deuxième phrase, cette fraction décroîtra chaque année à partir d'une date fixée à la suite de la clause de revoyure de 2015. C'est l'esprit. Puisqu'on est d'accord, formalisons cet accord. Alors, si je reprends exactement, hein, cette fraction décroîtra chaque année à partir d'une date fixée à la suite de la clause de 2015. Monsieur le rapporteur. Non, mais attendez, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas. Non, mais attendez, certains d'entre vous avaient exprimé parfois, avec une certaine virulence, des doutes sur le fonctionnement de cette arène que nous allons instaurer. C'est vrai que c'est un système complexe. Je ne sais pas, moi non plus, si ça fonctionnera bien ou pas bien. Et je l'ai dit depuis le début, je m'en suis jamais caché. C'est pour ça que ce rendez-vous de 2015 est un rendez-vous important. Il n'y a pas besoin de mettre cette date aujourd'hui. Le rendez-vous est très important. Nous verrons bien ce qui marche et ce qui ne marche pas, et nous verrons notamment bien, c'est la priorité. Et Daniel, tu as très bien exprimé, j'ai bien compris ton intervention. On souhaite tous que les fournisseurs alternatifs investissent. Vous venez de suivre les discussions autour du projet de loi NOM portant nouvelle organisation du marché de l'électricité. Tout de suite, preuve par 3, Michel Grossior reçoit Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture. Vous pouvez aussi retrouver toute l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet www.publicsenat.fr. Très bonne soirée sur notre chaîne.